L'électronique du XXIe siècle se trouve face à de grands défis. D'un côté, la croissance sans fin de la quantité de données à traiter nécessite une augmentation de la puissance des circuits électroniques de traitement de l'information. De l'autre, le réchauffement climatique impose de réduire le coût en énergie de ces mêmes circuits et d'en améliorer l'efficacité. Au sein du laboratoire de physique de l'ENS, nous explorons des matériaux, systèmes physiques et dispositifs d'électronique aux propriétés exotiques, fondés sur les lois de la physique quantique et qui pourraient à terme offrir des réponses à ces défis. Un exemple dans notre laboratoire est l'étude de matériaux appelés isolants topologiques, dans lequel le courant électrique peut circuler, dans une certaine mesure, sans perte d'énergie, sans dissipation thermique, qui gêne tant la miniaturisation de circuits électroniques. Un autre exemple est l'étude de transistors à base de graphène, qui fonctionnent jusqu'à environ 50 ou 100 GHz, soit 10 fois plus rapidement que la plupart des transistors actuels. Néanmoins, notre recherche fondamentale se situe très en amont des processus industriels de production et d'études, et elle revêt un caractère quasi artisanal. Modestement, nous vous proposons, en quelques minutes, de vous montrer les étapes principales de la fabrication de ces prototypes de puces, ainsi que la mise en œuvre de leur caractérisation grâce à des générateurs de courant ou de tension ou tout autre appareil de mesure. Dans un premier lieu, nous vous emmenons en salle blanche. Environnement ultra propre, sans poussière, dans lequel les structures sont fabriquées à partir de substrats semi-conducteurs. La salle blanche est une infrastructure qui regroupe en son sein des équipements qui permettent de modeler la matière à des échelles allant de la centaine de micromètres, typiquement le diamètre d'un cheveu, à quelques nanomètres, 1/50 millième de ce dernier. En raison de la faible dimension des structures qui sont fabriquées, toute contamination par des plus gros objets, comme la poussière par exemple, est délétère pour le succès du procédé de fabrication. Le procédé de fabrication d'une puce échantillon se fait à partir d'un substrat, qui est le support de cette dernière, sur lequel on fabrique le microdispositif électronique qui permettra de réaliser des expériences de physique. Comment y arrive-t-on? La première étape s'appelle la lithographie. Elle a pour but d'imprimer dans un polymère que l'on nomme résine le motif des électrodes que nous voulons réaliser. Ce polymère est déposé sur le substrat par force centrifuge pour obtenir une fine couche homogène. Il a la particularité d'être photosensible au rayonnement ultraviolet. C'est-à-dire que les zones ayant été illuminées par les UV seront détériorées et s'enlèveront après un passage dans une solution chimique adaptée que l'on appelle le développeur. Dans notre cas, pour réaliser le motif de nos électrodes dans la résine, nous utilisons un système de lithographie laser qui va permettre de faire passer un faisceau laser sur la surface de notre échantillon en suivant le dessin que nous voulons réaliser. Sur le dessin, à droite de l'écran, les zones colorées sont les zones où le laser va passer. On plonge ensuite l'échantillon dans le développeur. Le résultat final est le suivant. Sur la surface de l'échantillon, il y a de la résine partout, sauf dans les zones irradiées qui ont la forme désirée. La deuxième étape, elle, consiste à transférer ce motif dessiné dans la résine en électrodes métalliques. L'équipement utilisé pour cette étape est un évaporateur. C'est un système qui, dans un vide extrêmement poussé, à savoir 1 milliardième de la pression atmosphérique, va permettre de chauffer un métal à de telles températures que ses atomes vont changer d'état et passer de la forme solide à la forme gazeuse. Ce nuage d'atomes métalliques va se recondenser sur la surface de notre échantillon qui est installé en visu de ce dernier, donc sur la résine et dans les trous. L'échantillon est ensuite plongé dans une solution chimique qui va éliminer la résine. Le métal qui était sur cette dernière va alors s'en aller avec seul le métal qui s'est déposé dans les trous, c'est-à-dire directement sur le matériau qu'on va connecter, va rester. Nous obtenons ainsi les électrodes métalliques avec la géométrie désirée, dont les dimensions les plus petites dans cet exemple ont la taille d'un cheveu coupé en 4, soit 20 micromètres. Une fois l'échantillon fabriqué en salle blanche, il faut le connecter à l'équipement de mesure, le tout à très basse température. L'échantillon doit en effet être placé très proche du zéro absolu de température, soit environ moins 273,15 degrés Celsius. De plus, on plonge couramment ces échantillons sous un fort champ magnétique, de l'ordre de 100 000 fois le champ magnétique terrestre, généré par une bobine supraconductrice, parcourue elle-même par un courant de l'ordre de 100 ampères. Comment parvient-on expérimentalement à remplir ces conditions? Partons tout d'abord de l'échantillon. Dans un premier temps, il est collé avec un polymère sur un porte-échantillon qui comporte un circuit électronique et des connecteurs dans lesquels s'enchâsseront plus tard des câbles de mesure. Mais comment souder le circuit de la puce
à celui du porte-échantillon, à l'aide de la micro-soudeuse. Dans cette machine, une aiguille vient faire fondre, grâce à des ultrasons, un fil d'or ou d'aluminium pour le souder d'un côté, le dérouler et le souder à nouveau de la même manière de l'autre côté. Elle crée ainsi un fil électrique de l'ordre de 25 micromètres de diamètre, soit moins épais qu'un cheveu. Une fois l'échantillon micro-soudé, le porte-échantillon est connecté et placé dans un immense réfrigérateur appelé réfrigérateur à dilution. Celui-ci permet de refroidir le tout petit porte-échantillon jusqu'à 20 millikelvin au-dessus du zéro absolu, là où toute la matière se fige, ce qui nous permet d'étudier les effets quantiques sans que ceux-ci ne soient anéantis ou masqués par l'agitation thermique des atomes environnants. En 2 mots, ces températures s'obtiennent par des procédés similaires à celui d'un réfrigérateur conventionnel, mais utilisent un gaz aux propriétés particulières, mieux adaptées aux basses températures, l'hélium. Il utilise aussi des pompes beaucoup plus puissantes que celles installées dans votre réfrigérateur à la cuisine. Dans le réfrigérateur, en plus de la tuyauterie nécessaire à la production de basses températures, on utilise de nombreux câbles permettant des mesures aux basses fréquences, autour de la centaine de Hertz, jusqu'aux hautes fréquences de l'ordre du gigahertz, soit celles qui permettent les télécommunications à haut débit dans les puces 4G ou le Wi-Fi. Ces câbles remontent depuis l'échantillon tout en bas du frigo jusqu'en haut du réfrigérateur où ils ressortent à température ambiante. Différentes astuces nous permettent alors de conduire le signal électrique dans un sens ou dans l'autre sans apporter de chaleur qui réchaufferait l'échantillon. Enfin, à température ambiante, des appareils tels que des générateurs de tension, de courant, des nanovoltmètres nous permettent de contrôler les échantillons et de mesurer les tout petits courants de l'ordre du nanoampère qui y circulent. On peut ainsi étudier les propriétés de l'échantillon et dans notre laboratoire, mais aussi partout dans le monde, des dizaines de matériaux différents aux propriétés exotiques sont étudiés. Ainsi se construit, avec ses échecs et ses succès, étape par étape, brique par brique, l'électronique de demain.